Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Je vous propose de vous asseoir. On a une vingtaine de minutes ensemble pour parler, pour approfondir l'un des points qui vient d'être évoqué par Éric Lombard dans son introduction de cet après-midi. Il n'y a pas de maintien à domicile possible sans un développement des services à la personne, et c'est ce dont nous allons parler maintenant avec vous, Vincent Léna, et avec vous, Philippe Val, les enjeux des services à la personne face à la dépendance. Je commencerai par vous, Vincent Léna, parce qu'il y a un énorme enjeu d'action, bien sûr, publique, et il est bon de rappeler, dans peut-être une brève introduction, la vision, le plan d'action du gouvernement pour répondre aux défis du vieillissement de la population. On parlait de la priorité du maintien à domicile. Les Français veulent rester le plus longtemps à leur domicile. Peut-être que vous pouvez nous dire comment les pouvoirs publics agissent en ce sens. Merci beaucoup. Un petit mot en introduction pour excuser Brigitte Bourguignon auprès de Sybille Lemaire et de l'ensemble des organisateurs de ce bel événement, puisqu'elle a eu un souci familial et qu'elle aurait beaucoup aimé être parmi vous, y compris pour appuyer ne serait-ce que la vision qu'a pu développer Éric Lombard à l'instant, qui est que finalement le vieillissement de la société, c'est pas une calamité. Finalement, c'est pas simplement une menace, c'est pas seulement quelque chose que chacun craint pour soi, pour ses proches, mais que si on raisonne bien, si on rentre dans les réflexions, par exemple, du Club Landois, on s'aperçoit que peut-être cette société de la longévité est pleine d'opportunités, et qu'elle soit au plan social, qu'elle soit au plan économique, je crois que ça mérite réflexion. Et de cela, je voulais vraiment vous remercier collectivement, parce que c'est pas aussi évident que ça. On l'a vu vraiment pendant la crise, on a vu que le sujet de la prise en charge en établissement, en effet, monsieur le directeur général, suscitait beaucoup d'angoisse en réalité, qu'il y a une forme d'obsolescence programmée finalement de notre modèle très français d'accompagnement de la perte d'autonomie par rapport à d'autres pays qui ont fait du maintien à domicile une priorité. Mais plus largement, on s'aperçoit, y compris pendant la crise, que cette question du vieillissement a suscité beaucoup de craintes d'un conflit de génération, en laissant entendre que finalement ces personnes âgées ou même les seniors seraient un poids insupportable pour une société vieillissante. Or, on s'aperçoit que c'est une richesse et il faut absolument mesurer ça. Prenons l'exemple des services, en effet, puisque c'est le sujet de la table ronde. Les personnes âgées, leurs familles, pour des raisons de coût, mais plus globalement de choix, d'enracinement, de crainte de l'isolement, voudraient vieillir chez elles et considèrent que ce n'est pas possible au-delà d'un certain degré de dépendance. Pourquoi ? Parce que les services en France sont insuffisamment développés et parce qu'on a un modèle institutionnel très français qui correspond à une forme de rationalité où on considère qu'à partir d'un certain moment, il vaut mieux déplacer les personnes plutôt que déplacer les services. Et c'est ça qu'on appelle finalement quelque part le virage domiciliaire que certains pays ont pris depuis longtemps. Hein. Il suffit de citer la date de 1987 pour le pays du Danemark, qui a décidé à partir de cette date-là, dans une loi, de ne plus construire de nouveaux EHPAD. Alors même que l'arrivée des cohortes du baby-boom aurait nécessité, admettons par exemple en France, 110 000 places d'EHPAD en plus. Ce n'est pas ce que souhaitent les Français, c'est un coût très difficilement supportable pour notre société. Donc ce qu'a proposé la ministre avec sa réforme portée au nom du gouvernement, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Génération solidaire. Merci le Club Landois de reprendre ce mot d'ordre. Je ne vous réclame pas de droit d'auteur. Hein. Je dis juste au contraire bravo, c'est un mot d'ordre qui est porteur. Eh bien, cette réforme Génération solidaire, elle propose à la France de prendre le virage domiciliaire en développant les métiers du domicile, jusque-là largement invisibles, sous-payés, peu formés. On a un énorme sujet de ce côté-là, en développant la qualité des services, en mobilisant
les collectivités départementales, les départements qui ont cette charge en France de l'action sociale et du soutien à domicile, en les aidant à développer là aussi la qualité des services, et en articulant tout ça avec une ressource gérontologique qui doit progressivement innerver tous les territoires pour que l'ensemble permette de véritables parcours d'accompagnement en fonction de la perte d'autonomie. Mais n'oublions jamais dans ce débat qu'après la retraite, pendant 20, 25, 30 ans, les seniors, ce qu'on appelle les seniors, sont une chance immense et méritent effectivement qu'on y réfléchisse en termes de logement, en termes de contribution sociale, en termes, pourquoi pas, de liens intergénérationnels pour aider les jeunes, et que ce conflit des générations qu'on a vu poindre, peut-être que ça mérite qu'on y réfléchisse et qu'on en fasse un sujet de mobilisation sociale. C'est la conviction de la ministre, en tout cas. Merci. J'ai entendu la nécessité que les services innervent les territoires, ce qui me conduit à vous poser la question, Philippe Val, pour la Poste, entreprise à mission qui est très implantée évidemment dans les territoires. Comment ce virage domiciliaire se manifeste-t-il et depuis combien de temps? Alors en fait, nous, on a réfléchi à cette question du vieillissement, pas par nos propres mérites. C'est quand nous avons été, et je vous parle franchement, confrontés à l'attrition, puis à la disparition du courrier traditionnel, que nous nous sommes dit, mais ce lien social que nous tissions à l'occasion de la remise d'une lettre, que deviendra-t-il quand il n'y aura plus de lettres? Alors vous êtes en train de vous dire, mais il exagère, il en reste des lettres, etc. Oui, il en reste. Nous en distribuions 18 milliards en 2008. Nous allons en distribuer 7 cette année et en 2023, ce sera 6. Donc vous pouvez exactement calculer ce qui s'est passé. Et nous avions donc 2 préoccupations qui sont convergentes. La première chose, c'est considérer que nos factrices et nos facteurs avaient besoin de nouveaux métiers et considérer en même temps qu'elles et ils tissaient un lien social indispensable à l'équilibre non seulement du territoire, mais à l'équilibre personnel, psychologique et physique. Parce que dès qu'on s'est mis au travail sur l'idée que la silver economy était une chance pour notre groupe, une opportunité, eh bien nous nous sommes rendus compte en travaillant notamment en dehors de la Poste avec des spécialistes du logement, Éric Lombard en a parlé, avec des médecins, que le lien était un facteur de bonne santé. Et moi, j'ai été beaucoup frappé de mes discussions avec le professeur Guérin, qui, je crois, est le président des gérontologues et des gériatres en France. Et je me demandais s'il était fils de facteur, mais pas du tout. Il me disait qu'il était indispensable que tous les jours et le plus fréquemment possible, il y ait des interactions humaines et que lui, en tant que toubib, voyait l'intérêt de la présence des factrices et des facteurs pour créer du lien, qu'il y ait une lettre ou qu'il n'y ait pas de lettre. Et donc, voilà exactement comment notre réflexion est venue, non pas dans une réflexion sur la société en général, mais sur la création de liens que nous étions en train de produire et le risque de la disparition de ce lien. Et ce que disent les gérontologues, c'est si on baisse les interactions, on dégrade la santé des gens. Et donc, ce que les factrices et les facteurs sont capables de faire, c'est au-delà de la distribution de la lettre, entretenir des liens, car ils ont un savoir-faire, une intelligence relationnelle, un savoir-faire comportemental qui est tout à fait exceptionnel. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans ce monde du lien et du service. Et évidemment, nous nous félicitons de ce que Vincent Lénat a appelé le virage domiciliaire. Parce que nous savons aller au domicile et nos factrices et nos facteurs savent entretenir le lien à domicile. Ils savent l'entretenir. Que feront-ils demain pour entretenir ce lien qu'ils ne font pas encore aujourd'hui? On a entendu un certain nombre d'initiatives. Qu'est-ce qui est en germe aujourd'hui dans les actions que vous allez mener à la Poste pour venir au service des personnes dépendantes?
Cette question est très intéressante parce que quand on a commencé à parler en 2014 de ces nouveaux services, on a été confronté à plusieurs types de réactions. L'enthousiasme était mesuré. Et une partie des réactions était « mais ça ne sert à rien ». Une autre partie des réactions, notamment du syndicat qui est le plus méridional chez nous, c'était « nous sommes des facteurs lettres, nous ne voulons pas devenir des facteurs services ». Et je leur disais « mais quand il n'y aura plus de lettres, nous serons facteurs quoi ?» Et la troisième chose, qui est exactement le départ de votre question, c'était « mais nous le faisons déjà ». À l'occasion de la lettre, à l'occasion du colis, nous apportons sa baguette et ses courses à la petite mamie, on lui tient compagnie, on rentre dans la cuisine et on boit un petit café, voire d'autres breuvages, etc., etc. Simplement, quelle était notre réponse? Notre réponse était que, comme le flux de lettres allait être divisé par 3, il y aurait 3 fois moins d'occasions d'entretenir ce lien social. Et donc, à l'intérieur de l'entreprise, nous avons fait la pédagogie du lien. Et objectivement, les factrices et les facteurs sont très enthousiastes à le faire. Alors, quels sont les services à venir? Les services à venir, et je veux vraiment remercier le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Éric Lombard, pour ce moment de publicité gratuite que je réitère pour veiller sur mes parents. Donc, veiller sur mes parents, c'est la possibilité pour chacune et chacun d'entre vous de commander une visite domiciliaire pour votre mère, votre père, tous les deux, votre oncle, etc., pour qu'il y ait un contact. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Objectivement, ça n'est pas à la hauteur de ce que nous espérions. On a 15 000 clients. Pour ne rien vous cacher, j'en espérais 10 fois plus. Mais il y a quand même 15 000 personnes qui en dépendent. C'est de la livraison de repas. Et moi, je crois énormément à la livraison de repas avec le vieillissement de la population. Parce que qui dit vieillissement de la population dit, même en cas de visite à domicile, une perte de l'autonomie, la nécessité de la nutrition, etc. C'est la livraison des courses, c'est la livraison des médicaments. Et puis, c'est aussi les visites du lien social. Et dans le tour des départements que nous faisons, il y a certains présidents de conseils départementaux qui sont en train de réfléchir à l'idée d'une visite dont le seul but serait du lien social, parce qu'ils ont compris que créer du lien, c'est entretenir la santé des êtres humains. Voilà. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, c'est compris, c'est soutenu par les acteurs, et ça va être des tas d'autres métiers. Ça peut être de l'alerte, ça peut être poser des instruments de téléassistance, etc., etc. En tout cas, face au doublement des personnes de plus de 90 ans, 600 000 nonagénaires en France en 2013, 1,3 million en 2030, c'est énorme ce qui va nous arriver, ben les besoins sont considérables et nous pensons que nous n'en sommes qu'au début de la découverte des nouveaux services. Dans le temps qui nous reste, Vincent Léna, je ne voudrais pas passer à côté de la question que vous souleviez tout à l'heure quand vous disiez que dans ce secteur, certains salariés sont sous-payés. Comment est-ce que le gouvernement entend renforcer l'attractivité des métiers qui sont liés au vieillissement? C'est une question absolument fondamentale, hein, parce que quoi qu'on fasse, si on considère qu'à l'avenir, les nouveaux services qu'évoque le président Valls, ce seront des services de femmes de ménage, vous n'attirerez pas les dizaines et les centaines de milliers de jeunes qui, eux, rêvent de métiers ayant du sens et de métiers autour de l'humain, finalement. Donc, il faut absolument que ces métiers sortent de l'ombre. Ce sont de quoi on parle? On parle à la fois des métiers dans les EHPAD, on parle aussi des aides à domicile, par exemple. Il y en a 200 000 qui agissent dans les associations, il y en a presque autant qui agissent dans des entreprises. Ce sont immanquablement des femmes, à 90%.
souvent à temps partiel, et qui, moi je considère que c'est une véritable honte collectivement, ont été pendant des années sous-payés dans l'indifférence générale, obligés y compris d'aller bosser tôt le matin, tard le soir, dans des diesels pourris, ce qui n'étonnera à personne quand on a regardé la réalité des gilets jaunes sur les ronds-points. Elles étaient très présentes. Et donc, comment est-ce qu'on peut se dire on a besoin d'elles à l'avenir pour développer tous ces services, pour éviter de développer les institutions, et en même temps ne pas regarder en face ce qui est la réalité de leur salaire, de leur métier, de leur carrière. Et c'est pour ça, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une longue énumération, mais que ça a été la priorité numéro 1 de la ministre, et quand on a réussi avec le Ségur de la santé, on en parle souvent du côté investissement, y compris en partenariat avec la Caisse des dépôts pour reconsolider notre armature des établissements et les ouvrir sur les territoires. On en parle un peu moins sur la question des salaires, les fameux 183 € à tout salarié des EHPAD ou du médico-social. C'est considérable, c'est comme un 13e mois qui arrive avec la réforme des grilles. Et on a aussi parlé de ce fameux avenant 43 de la branche associative de l'aide à domicile, où le gouvernement a pris son risque et a décidé d'agréer cet avenant négocié par les partenaires sociaux, qui se traduira par des hausses en moyenne de 15% pour les aides à domicile, ce qui veut dire parfois 250 ou 300 € nets par mois pour celles qui ont un peu d'ancienneté, alors qu'avant, il leur fallait 20 ans pour dépasser le SMIC. Enfin, imaginez un peu. Donc, mais tout ça ne suffit pas. Il y a cette question des salaires, mais il y a aussi... La question du logement aussi. Voilà, il y a tout ce qui peut y avoir autour. Il y a la question des véhicules. Est-ce qu'on ne peut pas collectivement mettre à disposition des véhicules? Il y a la question d'offrir des débouchés de carrière, il y a la question donc des évolutions, devenir aide-soignante, il y a la question aussi des risques au travail. Ce sont des métiers qui sont 3 fois plus dangereux que le BTP en termes d'accidentologie. Donc il y a toutes les aides techniques qu'on peut mettre en place et qu'on met de manière accélérée. Donc tout ça pour en faire de beaux métiers plus ouverts. On a créé beaucoup de places, en particulier d'aide-soignante dans les écoles, parce que ce sont des métiers d'avenir. Maintenant, il faut savoir en parler, il faut savoir les faire parler elles-mêmes d'ailleurs, elles en parlent souvent, c'est des métiers qu'elles adorent. Il faut savoir peut-être les relier aussi au monde des EHPAD pour avoir des emplois du temps complets. Il y a tout un écosystème pour faire que ces métiers apparaissent comme des métiers d'avenir. Il faut savoir en parler aux jeunes. On a un programme de service civique qui est très intéressant, qui est pas encore complet. On a créé 100 000 missions de plus, dont 10% pour le service des seniors. Et ça marche extraordinairement bien quand des jeunes découvrent finalement ce monde du grand âge, au-delà des caricatures, et qui s'aperçoivent que c'est un besoin considérable et que c'est finalement beaucoup d'humain, beaucoup d'amour, que ça rapproche les générations, que ça permet de dépasser les oppositions. Enfin, ce sont des métiers dont il faut qu'on parle collectivement. Rendez-vous compte, le rapport El Khomri pointait un potentiel de 350 000 emplois d'ici quelques années. Et ce n'est pas des emplois à l'autre bout du département, c'est des emplois qui sont à 5 ou 10 kilomètres de chez soi. S'ils peuvent permettre des formations, des débouchés, c'est quand même des emplois durables et des emplois qui permettent de se sentir utile. Donc voilà, il était temps de le faire. Philippe Val pour le mot de la fin. Oui, moi je suis très convaincu par ce plaidoyer de Vincent Léna pour la raison suivante. Je crois qu'il nous faut être cohérents. Notre pays va rentrer dans une période où on va se demander ce qu'il veut construire pour l'avenir. Eh bien, si nous voulons que notre société, nous nous occupions dignement de nos aînés, alors il faut que nous nous occupions dignement des gens qui vont s'occuper dignement de nos aînés. C'est une question de cohérence. On ne peut pas dire qu'il est important d'accompagner des millions de nonagénaires et de centenaires si nous ne restaurons pas les conditions de la dignité pour les femmes et les hommes qui vont s'en occuper. Et je trouve votre discours à la fois très rationnel et très émouvant parce que c'est une question de cohérence. On ne peut pas dire qu'on va s'occuper dignement de nos aînés si les conditions de travail de ceux qui s'en occupent sont dégradées et ne sont pas dignes. C'est donc une question de dignité. Et à la fin du jour, il faut oser le dire, il faudra payer pour ça parce qu'il suppose ces efforts-là qu'il y ait des moyens financiers supplémentaires que la société accorde
à cette recherche de dignité. Merci beaucoup, vous avez peut-être entendu. Vous vouliez ajouter quelque chose? Un mot, et pour pas rallonger, hein, pour abonder tout à fait dans ce sens, et dire que collectivement, le développement de ces métiers et le coût que ça peut représenter pour l'État, mais aussi pour les départements, ce n'est rien à côté de ce que pourrait coûter un modèle tourné vers les institutions. Enfin, vraiment, collectivement, il faut qu'on soit convaincu de ça. C'est que c'est un choix positif qui est pas du tout un choix irresponsable. C'est un choix absolument rationnel. Vous avez raison, monsieur le Président, même si ça nous permet, je pense, de jeter un regard plus humain sur ce qui se dessine demain et sur les épaules de qui, finalement, on va jucher notre avenir. C'est des épaules qui, aujourd'hui, sont très largement des épaules de femmes. Et ces femmes méritent qu'on se batte pour elles sans démagogie et qu'elles le ressentent. C'est ça l'avenir. Merci beaucoup, merci à tous les deux.